Bonjour Eric, Bonjour. merci beaucoup de nous donner un petit peu de ton temps pendant ce confinement. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bien sûr, je m'appelle Éric Salin. Hem, j'ai un parcours, professionnel, assez original, on va dire, on peut dire ça comme ça. J'ai fait des études d'art, donc j'ai fait, l'école Estienne, je suis diplômé de l'école Estienne, dans la section art graphique et j'ai obtenu un brevet de technicien en communication visuelle. C'est un métier que j'ai exercé pendant, une quinzaine d'années. Pendant ces 15 années, ça a été entrecoupé de quelques voyages assez longs, certains voyages d'un an. Et puis, au bout de ces 15 années, c'est un métier qui me convenait plus, qui avait beaucoup changé. C'était devenu très informatisé. Il y avait beaucoup moins de créativité. Du coup, j'ai décidé de changer de voie après une longue réflexion, après une vraie pause consciente, c'est le cas de le dire. Et pour me réorienter, j'ai choisi finalement le domaine de la cuisine qui m'était un domaine complètement étranger, mais voilà, je sentais que c'était un métier manuel, c'était quelque chose qui me plaisait. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien faire plaisir aux autres. J'ai fait une reconversion professionnelle en 6 mois, formation pour adultes accélérée. J'ai passé mon CAP et j'ai travaillé dans le domaine de la restauration pendant 17 ans. Voilà, au milieu de ces 17 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses, notamment la formation en sophrologie, parce que c'est quelque chose ça, dont on aura l'occasion de reparler, mais qui me suit depuis de nombreuses années. Et puis aussi la découverte et la rencontre de la méditation zen. Voilà. Et depuis, finalement, là, nous sommes maintenant en 2020. Depuis 2017, j'ai rechangé de métier, une nouvelle orientation. Et en fait, j'ai fait de la méditation, de la pratique de la méditation, mon métier, puisque je suis maintenant instructeur de méditation. Et j'ai fini il y a quelques mois la formation d'instructeur MBSR, donc de méditation laïque. Voilà, très rapidement et très schématiquement, mon parcours en tout cas professionnel. Merci, effectivement, c'est assez passionnant et moi j'aime beaucoup ces idées de reconversion et qu'une vie peut être composée de plusieurs chapitres. Est-ce que tu pourrais nous partager justement là tu parlais un peu des déclics que tu as eu, des pauses conscientes. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir justement sur ces moments de ton existence qui ont été des moments clés, des changements de cap? Et si possible, si tu te souviens par hasard de quels ont été les déclics et du cadre dans lesquels ils sont arrivés? De ces changements de cap? Alors je crois que ce qui a été quand même extrêmement fondateur dans mon parcours, c'est qu'en fait au bout de la deuxième année où j'ai exercé à l'époque en agence de publicité, donc je sortais de l'école Estienne, et là ben, j'ai eu vraiment un déclic et une envie de voyage, une envie de partir. Et à cette époque-là, donc j'avais, je crois, 19 ans, oui, à peine 20 ans. Je suis parti pendant un an en Asie, donc en 1986. Et à l'époque, je peux vous garantir que c'était réellement une aventure. Et je suis donc parti un an en Inde, au Népal et en Thaïlande. Mais j'ai passé l'essentiel de mon temps, au moins 6 mois en Inde. Et ça a été finalement un événement extrêmement important dans ma vie qui m'a beaucoup influencé après, parce que j'ai vu qu'on pouvait vivre de différentes façons, que les gens, voilà, dans les pays où j'allais, avaient vraiment une culture spécifique à eux-mêmes, une façon de vivre. Et ça m'a aussi beaucoup, forcément, obligé à m'interroger sur moi. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. J'ai rencontré ce qu'on appelle beaucoup des routards à l'époque, des gens qui voyageaient depuis plusieurs années. Ça m'a beaucoup fasciné. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a la rencontre dans ce premier voyage où j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres spirituels et des sadhus, en fait, qui m'ont extrêmement impressionné. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, mais vraiment, c'est une voie qui me semble particulièrement intéressante. Et ça a été très, très fondateur. Et quelle a été ta rencontre plus précise avec le zen? Alors, oula, avec le zen, c'était en 2004, si ma mémoire est bonne. Je me suis intéressé, enfin,
Voilà, depuis de très nombreuses années, je m'intéresse à la méditation, donc je vais peut-être faire un retour en arrière pour situer les choses. Quand j'étais adolescent, en fait, ma mère souffrait de douleurs chroniques et à l'époque, elle s'était tournée donc vers la sophrologie et vers la méditation. Et quand j'étais adolescent, j'ai pratiqué des séances avec ma mère parce que, je sais pas, ça m'avait beaucoup intéressé à l'époque, ça m'avait parlé, comme on dit. Et donc, voilà, de très nombreuses années après, cette quête finalement ne m'avait pas lâché. Et j'ai fait des recherches. Je cherchais un centre zen en région parisienne et je suis tombé par hasard sur un centre près dans le nord de Paris. Et donc, je me suis déplacé là-bas. Et en fait, je m'attendais à trouver un dojo zen. Et en fait, je suis tombé devant un immeuble, 6e étage. C'est une vieille dame qui m'a ouvert la porte. Donc, je me suis dit, ben, j'ai dû me tromper d'adresse. Elle m'a dit, non, non, c'est là, rentrez, allez vous asseoir, je vais vous montrer. Et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure du zen. C'était une dame qui avait 83 ans et qui avait autour d'elle 4 ou 5 personnes qui pratiquaient avec elle. Et en fait, je me suis assis, elle m'a montré la posture, je me suis assis pendant 3 quarts d'heure et quand je me suis relevé, j'ai eu un grand flash et je me suis dit, mais c'est ça que je recherche depuis des années. Vraiment, ça m'a parlé, inexplicablement, parce que tu t'assois devant un mur et tu ne fais rien de spécial, mais ça a été vraiment une révélation. Et là, vraiment, donc, du coup, vraiment un moment fondateur aussi. Le zen, c'est vraiment tourner le regard vers l'intérieur. Hein. Tu es face au mur, tu es face à toi-même, tu es face à tes difficultés, tu es face à ta vie. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Merci pour ce partage. Et alors aujourd'hui, quelles sont tes activités diverses du coup? Donc tu n'es plus, chef cuisinier, et donc tu es instructeur MBSR. Est-ce que tu as d'autres activités? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en tant que moine bouddhiste, la méditation, je l'ai assez rapidement, la méditation laïque, j'ai choisi assez rapidement de ne pas forcément l'exercer en entreprise, comme ça se fait assez souvent, mais plutôt de l'orienter vers le social. Bon, en même temps, ça a été un hasard, si toutefois on peut parler de hasard. J'ai rencontré l'association Mindfulness Solidaire et là aussi, ça a été une rencontre vraiment extrêmement forte avec Betsy et Alexis. Et ils proposaient à l'époque de proposer de la méditation aux sans-abri dans un CHU, dans un centre d'hébergement d'urgence. Et là aussi, quelque part, j'ai presque retrouvé la pureté du zen, quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement touchant, une pratique de cœur à cœur, comme on dit souvent dans le zen. Et je me suis dit, mais c'est ça aussi, là aussi, pareil. Moment vraiment d'insight, je me suis dit, mais la méditation, si ça peut me permettre de rencontrer des gens comme ça et peut-être voilà, de les aider ou en tout cas ouais, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir les aider, c'est extraordinaire. Donc, ça fait partie de mes activités où on fait donc des programmes. J'ai fait presque toute l'année dernière, là, pendant un an, j'ai eu l'occasion d'aller en prison pour faire ce programme-là auprès des détenus. Je l'ai fait dans la prison de Mochocoda et puis aussi à Lille, à Delà, où j'ai fait d'ailleurs des rencontres extraordinaires. La prison d'Adela, j'ai rencontré un libéré vivant, ce qui pour moi était extrêmement improbable. J'ai rencontré quelqu'un qui avait pris 2 peines de prison, une de 14 et une de 17. Donc autant dire qu'il allait passer le reste de sa vie en prison et j'ai rencontré quelqu'un très joyeux, de très libre, de très détaché. Et ça m'a beaucoup impressionné. Le programme de Mindfulness Solidaire, on le fait donc en prison, on le fait aussi auprès des travailleurs sociaux, auprès des sans-abri. Et puis j'ai eu la chance aussi de le faire dans des entreprises d'insertion, où là il y avait des migrants, des handicapés. On est vraiment, on tourne notre programme vers tous les gens qui sont exclus. Donc pour moi, ça a beaucoup de sens par rapport à, voilà, au fait que je sois moine bouddhiste et voilà, tout ce côté de partage, de don, d'échange. Pour moi, c'est très, ça me donnait beaucoup de sens à ma vie, en fait. Ça me porte beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose que peut-être les gens ignorent, c'est que, quand on entend moine bouddhiste, on s'attend à voir quelqu'un en toge, et donc ce n'est pas ton cas et donc ça c'est une des peut-être spécificités du zen où on peut être moine tout en gardant une vie, laïque, on pourrait dire? Tout à fait. Il est vrai qu'il y a
des moines au Japon qui sont mariés. Alors, par contre, en général, ils ont des fonctions dans les temples, mais ils sont mariés, ils ont une vie de famille, une vie sociale. C'est vrai qu'en Europe, en général, la plupart des moines, voire des maîtres, sont dans la vie quotidienne. Et en plus, je trouve que c'est un vrai challenge. Parce que quelque part, c'est presque une facilité d'aller au fond d'une grotte ou au fond d'un monastère et de ne pas être confronté voilà, à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Alors, on est confiné tout le temps, c'est vrai, mais c'est par choix. Donc, non, être dans la vie, c'est là aussi, mon maître dit souvent, la pratique, elle commence quand on se lève du coussin. Et quand on se lève du coussin, eh bien, on est confronté à, voilà, aux relations sociales, à toutes les difficultés, les problèmes, avoir un métier, il y a beaucoup de choses. Et c'est là que c'est très... la méditation prend tout son sens pour moi. Il y a aussi toute la notion d'éthique qui est extrêmement importante. Méditer toute la journée ou assez régulièrement, c'est bien, mais il faut que ça ait une influence dans ma vie quotidienne à moi. Et donc l'éthique, pour moi, est quelque chose de très important. Et comment toi tu vois dans ta journée justement tes pratiques? Et est-ce que c'est des sortes de pauses? Est-ce que c'est des moments, est-ce que c'est comme une sorte de rituel ou est-ce que c'est presque comme prendre sa douche? Comment toi tu as incorporé du coup tes pratiques de méditation en tant que moine et aussi du coup en tant que laïc dans ta vie quotidienne? Alors, ce qui est assez étonnant, avec le recul, je m'aperçois que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Euh, Au départ, c'est vrai que c'était peut-être assez scolaire. Il y avait une sorte, pas d'obligation, mais ça faisait partie voilà, de l'engagement que j'avais. Quand j'exerçais le métier de cuisinier, c'était plus difficile parce que j'avais des horaires très matinaux, donc c'était compliqué de méditer avant d'aller travailler. Le soir, souvent, j'étais parfois épuisé, donc c'était pas possible. Donc il fallait vraiment trouver des astuces. Donc c'était un petit peu plus compliqué. C'est vrai que là, depuis 2 ans, vu que je suis instructeur de méditation et que la méditation est au centre de ma vie, je le prends beaucoup plus voilà, comme vraiment quelque chose de personnel et j'en fais plus une obligation et ça se fait très naturellement. Voilà. Mais hygiène de vie, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose de plan-plan, quelque chose de banal finalement. Et pour moi, la méditation, ça a vraiment un aspect sacré, c'est peut-être pas le terme, mais vraiment quelque chose d'important. Et voilà, si je prends la décision de m'asseoir, si je médite, c'est vraiment en conscience et c'est vraiment pour être présent. Euh, voilà. Donc, Et alors c'est vrai que la méditation, tu parlais justement tu utilisais ce terme de peut-être sacré ou en tout cas d'important. C'est vrai que pendant des siècles, voire des millénaires, la méditation, c'était, effectivement plutôt pratiqué par des moines ou par des maîtres. Hem et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, que très souvent, hem, il y a une méditation, on va dire, qui est offerte et comment est-ce que toi, tu as réussi à intégrer la méditation dans ta vie quotidienne en tant que métier? Est-ce que le fait d'être instructeur de MBSR et donc d'accompagner des gens avec la méditation et du coup d'en faire un métier, est-ce que ça a changé ton rapport à la méditation ou est-ce que c'est plutôt une ouverture? C'est quelque chose comment tu parce que je sais qu'il y a des gens qui considèrent que la méditation devrait être «gratuite» entre guillemets, puisque du coup ça fait partie d'enseignements, gratuits et je sais qu'il y a des gens qui ont ça fait grincer des dents, qui a un côté business. Alors je sais bien que c'est pas du tout ton cas, mais ça m'intéresserait toi en tant que moine, je trouve ça assez extraordinaire justement d'avoir un moine zen, qui a sa propre pratique, sa colonne vertébrale et qui en même temps utilise ces outils comme la mindfulness, MBSR, qui sont des outils beaucoup plus récents et qui donc sont donc des outils payants, puisqu'il y a des formations, il faut bien vivre de tout ça. Comment toi tu as intégré ça dans ta vie? alors, il y a beaucoup de questions dans ta longue question. Une question, moi, qui est un peu au centre et qui a été un petit peu problématique pour moi, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis retrouvé à faire de la méditation toute la journée et quelque part, ma propre pratique pouvait facilement passer à l'as. Et rapidement, je me suis aperçu de ça et je me suis dit non, c'est pas du tout ce qui est fondateur pour moi, mon ancre, mon socle, mon ancrage, c'est la méditation zen, c'est la pratique du zazen et ça, il faut pas que je le lâche, quoi qu'il se passe. Et vraiment, ça. Mais c'est vrai que ça m'a interrogé pendant un moment. Non pas que j'avais envie de le lâcher, mais j'étais pris dans une sorte de tourbillon. Où j'avais énormément d'activités. Et voilà, il a fallu vraiment que je porte mon attention là-dessus.
Euh, En fait, c'est assez simple. Je suis devenu instructeur MBSR essentiellement parce que bah, j'ai compris que c'était quelque chose vraiment qui commençait à prendre de l'importance. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient au bienfait de la méditation. Et moi, c'est une pratique qui a tellement changé ma vie, qui a été tellement voilà, vraiment importante pour moi, que je trouvais que c'était important que ça soit des gens qui pratiquent depuis extrêmement longtemps et qui éventuellement soient dans une tradition, qui puissent partager ça. Euh, voilà, c'est vrai que quand moi j'ai fait ma formation d'instructeur NBSR, la personne qui m'a guidé dans cette formation avait, je crois, 5 ou 6 ans de pratique. Et c'est vrai que moi j'en avais déjà 15, donc c'était un petit peu surprenant. Et au demeurant, c'était une très bonne formation, mais je trouvais que cette personne-là, justement, manquait un petit peu de maturité et d'ancrage. Parce que la méditation, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est une pratique. Et c'est vrai, quand tu pratiques depuis de très nombreuses années, ça te donne voilà, une sorte d'ancrage, de stabilité. Et surtout, c'est du coup, tu parles avec le cœur, tu parles avec ton estomac, avec ton ventre, tu parles pas avec ta tête. Hein, en plus, voilà, moi, c'est pas quelque chose. Je me lance pas trop dans des discours comme ça, ou c'est plus des ressentis, c'est vraiment du vécu. Voilà. Donc, si dans la deuxième partie de ta question, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moines bouddhistes qui sont instructeurs NBSR. Et c'est vrai que j'ai été critiqué aussi, forcément. Moi, quelque part, j'estime que la méditation, c'est vraiment une pratique extraordinaire, qu'elle soit laïque ou pas, pour être très franc, qu'est-ce que ça change? Il peut y avoir beaucoup de spiritualité dans la méditation laïque, comme il y en a dans la peinture, dans le jardinage et dans la musique. Et pourquoi, en fait, dire, ben voilà, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de méditer parce qu'ils ne sont pas bouddhistes ou parce qu'ils ne sont pas chrétiens? Enfin, ça me semble complètement absurde. Donc, alors après, par contre, effectivement, c'est comme tout le temps, la méditation, tu peux en faire quelque chose, tu peux en faire un business et tu peux pas la salir, bon, enfin, tu peux l'utiliser. Voilà, ça peut devenir un outil. Et là, ça devient effectivement quelque chose de dommageable, mais c'est exactement la même chose qu'on a fait avec le yoga. Hein. Le yoga, voilà, qui a une très grande notoriété maintenant en France depuis des années, qui est fait dans tous les cadres, à toutes les sauces et de toutes les façons. On peut lui faire dire ce qu'on veut au yoga. La méditation, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je te parlais d'éthique. Bien entendu, c'est quelque chose d'important. Et moi, j'ai pas spécialement envie de faire du fric avec la méditation. J'ai plutôt envie de partager ça avec les gens. Après, oui, bah, effectivement, c'est mon métier. Donc, je fais aussi des programmes. Et, tout à fait. Oui, en fait, ce qui est intéressant, et c'est marrant, j'ai pensé à ça pendant que tu parlais justement là-dessus, c'est qu'en fait, un moine qui est dans un monastère, bah, finalement, il n'a pas besoin de s'occuper d'acheter à manger ou autre parce qu'il vit dans son monastère. Et donc, d'autres personnes s'occupent de ça pour lui. Mais toi, comme tu as une vie en même temps laïque, bah, il faut bien que tu puisses payer ta maison, de quoi manger et autres. Et donc, du coup, il y a cette logique-là. Du coup, il y a cette idée du moine qui, effectivement, a une vie, entre guillemets, normale, une vie de tous les jours où il faut acheter, il y a son loyer et tout ça, quoi. Tout à fait. Et ce que je voudrais ajouter à ça, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de choses à transmettre. Hein, en fait, dans le bouddhisme, bon, même si dans le bouddhisme zen, c'est pas très prononcé, mais il y a l'enseignement. Hein, il y a quand même beaucoup de choses qu'on t'apprend et puis que tu apprends par toi-même. Et c'est ça aussi, moi, que j'ai beaucoup, qui est important pour moi, même dans la méditation laïque, c'est de partager ces enseignements. Hein, sur, je sais pas, ça peut être, voilà, le lâcher prise, bon, c'est très banal, mais tu as le non-jugement. Enfin, il y a énormément de choses et de concepts à expliquer aux gens, à faire passer et qui sont présents dans la méditation laïque. Et je crois que les retours que j'ai depuis 2 ans, il y a beaucoup de gens qui comprennent des choses et qui évoluent grâce à ces rencontres, grâce à ces enseignements. Et puis, la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est je touche beaucoup de gens en fait avec la méditation laïque justement parce qu'il n'y a pas ce côté bouddhiste qui parfois freine les gens. Et du coup, ça me permet de rencontrer beaucoup plus de gens et de pouvoir faire passer voilà, des messages. Oui, ça permet d'avoir un pont, de créer des ponts avec des gens qui ne seraient pas forcément venus te voir si tu étais habillé justement comme un moine finalement. C'est, Tout à fait. et alors par rapport, ça m'intéresse beaucoup ça, ton activité en prison, par rapport à ce que tu fais là-bas, quels sont le type de méditation que tu fais avec eux?
Et qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? Et alors justement, est-ce que tu y vas en tant que casquette moine? Du coup, tu y vas avec Mindfulness solidaire, si j'ai bien compris? Et quel est le Oui, tout à type fait. d'accompagnement que tu proposes là-bas? Alors donc oui, j'y vais avec ma casquette d'instructeur laïque, MBSR, c'est très important pour les prisons, ou alors tu deviens, comment on appelle ça, Aumônier, hein? aumônier, c'est ça, aumônier bouddhiste. C'est pas quelque chose qui me parlait spécialement. Ben, je viens en fait avec le programme de mindfulness solidaire qui est composé de différents éléments. Il y a trois piliers. Il y a la méditation de pleine conscience, il y a le cercle de parole, et puis il y a tout ce qui est intelligence émotionnelle. Et donc on vient avec ces trois piliers-là. Euh, Si tu veux, l'idée c'est vraiment de... C'est des gens qui ne sont pas beaucoup écoutés, qui ne sont pas forcément respectés. Euh, et c'est des gens, alors parfois ils ont une éducation, c'est pas forcément tellement le problème, mais ils n'ont pas beaucoup de clés. Des clés de compréhension, des clés de... Et donc nous, notre ambition, en fait, c'est d'aller vers eux pour pouvoir les écouter, pour pouvoir parler avec eux et pour pouvoir, bien sûr, méditer avec eux. Toutes sortes de méditations, mais souvent des choses assez simples, hein. Ça va être la méditation sur le souffle, bien sûr, qui est la porte d'entrée. Ça va être le body scan, ça va être la marche consciente. Euh, le simple fait de se poser sur une chaise, de ne pas bouger et de prendre conscience de sa respiration, c'est déjà un vrai challenge pour la plupart des détenus. Et alors, est-ce que tu Et pourrais, justement nous un petit exemple? Parce que là, si les gens nous regardent en ce moment, on est en confinement, donc dans le confinement, il y a un peu cette idée de prison finalement, on est pour ceux qui sont bloqués chez eux. Est-ce que tu pourrais nous partager une petite pratique, comme ça que tu fais avec des détenus, pour qu'on puisse nous-mêmes justement en tant que confinés, avoir, cette expérience de pratique avec toi? oui, bien sûr, avec plaisir. Eh ben, écoute, ce que je vous propose, c'est déjà d'arriver à, voilà, à vous asseoir sur la chaise, si possible, avoir les deux pieds bien à plat en contact avec le sol, et peut-être prendre contact avec le corps dans son ensemble, les ressentis du corps. Pour vous aider, vous pouvez peut-être prendre conscience des points de contact. Donc, on vient de parler de la plante des pieds, il y a aussi le haut des cuisses, les fessiers et peut-être le bas du dos. Et de voir simplement là s'il y a des sensations. C'est peut-être la peau sur le vêtement, sur le pantalon, sur le t-shirt. Un des outils aussi qui peut vous aider, eh bien, c'est la respiration. Parce que ben, au confinement, encore plus qu'ailleurs, il y a beaucoup de pensées qui sont là. Hein, les détenus ont beaucoup de pensées ben, qui concernent peut-être le passé par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, des pensées qui concernent le futur, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais trouver dehors. Et donc souvent, eh ben, je leur partage le fait que ces pensées, c'est tout à fait naturel qu'elles soient là, mais en fait, il faut essayer de ne pas se faire vampiriser, de ne pas se faire manipuler, de ne pas être prisonnier de son mental. Et donc, si c'est possible, de laisser passer les pensées, et pour ça, de prendre un point de focalisation, un point d'ancrage. Ce point d'ancrage, ça peut être la respiration. Donc, je les invite à voir bien dans leur corps où c'est que la respiration est le plus présente. Ils peuvent peut-être ressentir l'air frais qui rentre dans les narines. Pour d'autres, ça va être plutôt la gorge, les poumons, la cage thoracique qui s'écarte, qui se referme. Pour d'autres encore, ça va être plutôt le ventre, l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Et donc, la consigne, c'est vraiment voilà, de laisser passer ses pensées et peut-être vraiment de centrer son attention sur le souffle.
hein, vraiment sur l'inspiration. Suivre son souffle pendant toute l'inspiration, puis pendant toute l'expiration. Je leur partage aussi souvent la pratique de la paille, ou vraiment d'essayer de souffler dans une paille, donc très doucement, très calmement, vraiment d'expirer profondément pour vraiment arriver à contacter un état de calme mental. Et puis voilà, peut-être à chaque expiration, vous sentez peut-être un peu plus le poids du corps qui se pose, qui se dépose. La sensation de pesanteur. Une expiration vraiment douce et prolongée. Pour vraiment sentir cet ancrage. Sentir le corps qui respire. Et maintenant que vous êtes un peu, c'est posé, ancré, je vous propose peut-être de ce que j'appelle faire une contemplation et je vais vous proposer de contempler le mot liberté. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment ça résonne? Est-ce qu'il y a des sensations dans le corps? Des picotements, des fourmillements? Liberté. Puis on reporte de nouveau son attention sur la respiration, sur les mouvements du corps en lien avec la respiration. Et puis vous allez pouvoir peut-être commencer par bouger les doigts de pied, remettre petit à petit tout le corps en mouvement et puis peut-être ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et puis reprendre le cours de cette séance. Merci Eric pour cette belle pratique. Pause. Je pense qu'effectivement, chez moi en tout cas, le mot liberté, il y a tout de suite un sourire qui est apparu sur mon visage. Il y a quelque chose de très léger en confinement. C'est très marrant de faire ce travail, de se connecter à un mot particulier, et précisément ce mot liberté. Merci beaucoup. On a été assez surpris nous-mêmes de la force de ces contemplations. C'est quelque chose qui nous a vraiment permis de rentrer en contact avec les détenus. C'est vrai que c'est une dimension extrêmement importante du programme, c'est de vraiment créer un lien avec eux, hein, ce qu'on appelle créer une alliance, parce que c'est bien beau d'arriver avec un programme bien structuré, bien fait, mais il faut que, voilà, que les détenus nous fassent confiance, qu'ils aient envie de travailler avec nous. Et nous, assez souvent, un des premiers mots, c'est voilà, vous voulez nous canaliser, hein, vous voulez nous calmer, vous voulez. Et on leur dit, mais non, pas du tout, au contraire, bien au contraire. On est là pour vous écouter, on est là, nous, on n'est pas des sachants particulièrement, on est plus là pour essayer de partager des choses qui nous ont aidés, des outils comme, voilà, comme les cercles de parole, comme des éléments d'intelligence émotionnelle qui peuvent vous aider. Et surtout, il y a vraiment cette notion d'empowerment qui est au centre de notre programme. C'est nous, ce qu'on a envie, c'est de vous amener vers le meilleur de vous-même.
quel qu'il soit. Nous, on n'est pas là pour porter des jugements par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous pensez, mais on insiste vraiment beaucoup sur voilà, faire les choses en pleine conscience, être conscient de ce qu'on fait, assumer, hein, l'acceptation radicale. Il y a beaucoup d'éléments comme ça et voilà, d'essayer vraiment de les amener vers ce qui est important pour eux. Euh, Ça, c'est vraiment notre mission. Et est-ce que tu aurais des petites anecdotes, d'une part de difficultés, quand justement tu vas là-bas pour les accompagner, et d'une autre part de surprises et de cadeaux de la vie, on pourrait dire, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais est-ce que tu aurais quelques exemples comme ça à nous partager? Oui, bien sûr. C'est vrai que je suis ressorti de nombreuses fois de prison en me disant, mais en fait, c'est eux qui m'apprennent énormément de choses. Moi, je viens les voir, j'essaye voilà, de leur apporter des éléments de connaissances, mais en fait, eux, ils m'apprennent beaucoup par leur présence, par leur vivacité d'esprit, par leur connaissance de la vie. Et donc, c'est souvent des échanges qui sont extrêmement intéressants. Après, il ne faut pas non plus les. Voilà, il n'y a pas que des anges en prison, bien entendu. Donc, ben, parfois, on s'est fait chahuter. Parfois, on est tombé, tu le sais, en détention. Il y a des gens qui sont un peu borderline en termes de psychiatrie. Donc, la méditation, ben, c'est à manier avec délicatesse. Donc, on s'est retrouvé parfois dans des situations voilà, un petit peu compliquées où, en fait, en plus, ça fait partie du programme, c'est les déclencheurs. Hein, donc, c'est comme si nous, on avait des boutons sur le ventre et puis ils essayaient d'appuyer sur les boutons pour essayer de nous déclencher, donc essayer de voir si on allait péter les plombs, parce que pendant la méditation, ils sont capables de se lever, d'aller regarder par la fenêtre, de rigoler et de voir voilà, comment on allait réagir. Donc ça, ils nous ont pas mal testé au début. Ils essayent toujours de voir finalement qui on est. Est-ce qu'on est là simplement pour faire une sorte de travail ou c'est un petit peu plus profond? Ils sont assez souvent assez surpris ben déjà qu'on vienne de loin, hein, que ce soit à Lille ou même à Meaux, ben on vient de Paris, donc c'est loin. On vient pour eux. Donc ça déjà, c'est un premier pas. Et puis, ils se rendent assez vite compte que, voilà, que nous, on est naturel, qu'on ne joue pas un rôle et qu'on est avant tout là pour eux. Euh, à des anecdotes, oui, ben déjà c'est extrêmement impressionnant. Moi, j'ai vraiment un souvenir marquant de la prison de Lille à Delin, où tu arrives, il y a des miradors, il y a des murs de 8 mètres. Euh, voilà, dans mon souvenir, je crois qu'il y a 12 portes entre le moment où j'arrive et le moment où j'arrive à la salle de méditation. 12 portes avec des gardiens partout. Voilà, donc il y a des filets anti-hélicoptères. Et puis c'est une prison et c'est vrai que l'ambiance est assez particulière. Donc au début, c'est un peu un choc. Il m'est arrivé des fois aussi qu'il y ait je crois que c'est une brigade particulière, c'est pas le GIGN, c'est une sorte de GIGN spécial pour les prisons qui interviennent quand il y a des émeutes ou quand il y a des événements assez délicats. Ça m'est arrivé de les croiser. Donc là, bah déjà, on a du mal à rentrer dans la prison. Après, on arrive à la bourre pour le programme. Et puis, les détenus, il y a pu y avoir, par exemple, des fouilles dans les cellules, donc qui sont assez nerveux. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et puis, mais souvent, moi, ce qui me marque peut-être le plus, c'est les rencontres humaines comme je te l'ai partagé, où il y a vraiment des détenus qui sont extrêmement marquants et avec qui on crée une vraie relation. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus grand cadeau, c'est de rencontrer voilà, des gens hors du commun, quoi, par leur parcours, euh, parce qu'ils sont aussi, je t'ai partagé voilà, des détenus qui étaient vraiment d'une liberté intérieure, mais même pour le moine que je suis, qui était complètement hallucinant. Quoi. Il était non pas détaché, hein, il savait très bien qu'il était là, il savait pourquoi, mais il était libre de ça. Quoi. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Oui, j'aime beaucoup dans tout ce que tu dis, j'aime beaucoup cette idée que la méditation, effectivement, c'est un outil à prendre aussi avec des pincettes. Et là, typiquement, avec des gens qui sont en prison, ils ont besoin d'un certain cadre, ils ont besoin de se protéger aussi, parfois d'autres prisonniers ou autres. Donc, typiquement, une pratique comme le body scan, qui est une pratique qu'on fait beaucoup dans la mindfulness en MBSR, se connecter à son corps et se connecter à ses émotions, bah, pour des gens qui ont besoin de se protéger aussi et qui ne peuvent pas vraiment se mettre à tout d'un coup pleurer ou autre, ça doit être très intéressant justement de les accompagner, de trouver cette justesse, en même temps de goûter à cet outil qui les libère et en même temps de ne pas non plus
Comment tu arrives à trouver cet équilibre avec eux? Alors, cette problématique du corps, en fait, elle est encore plus présente chez les sans-abri, parce que eux, carrément, la plupart du temps, ils ont été obligés de mettre le corps de côté parce qu'il y a trop de douleurs, il y a trop de difficultés. Donc nous, à Mindfulness Solidaire, on avait été formés là-dessus parce que c'est un aspect important des choses. Mais c'est vrai, ce que tu partages est très juste. C'est difficile en prison de montrer ses fragilités. Et c'est bien pour ça que on suit un groupe pendant 2 mois et on crée une relation. Et entre eux aussi. La plupart du temps, ils se connaissent ou ils se sont croisés, mais il faut 4 ou 5 séances pour voilà, qu'ils ouvrent un peu leur voilà, qu'ils laissent un peu tomber l'armure. Et donc ça, eh ben, il faut les accompagner dans ce processus-là avec beaucoup de douceur et puis être beaucoup à leur écoute. Et c'est pour ça que ce programme aussi qu'on fait est très adaptatif. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de sentir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas et comment on peut le faire. Là-dessus, c'est beaucoup du ressenti, c'est beaucoup d'intuition et en même temps c'est d'être conscient voilà, de quoi ils sont capables. Mais c'est vrai que moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup surprise en prison. Je n'avais pas réalisé que la plupart du temps, ils sont enfermés 22 heures sur 24. Donc c'est vrai que c'est nous, à côté, le confinement, c'est du plaisir, quoi. Ils sont dans des cellules de, je sais pas, 6 mètres carrés, 8 mètres carrés, à 2, 3, et ils ne peuvent pas bouger de toute la journée, quoi. Et eux, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que il faut pas s'allonger. Si tu t'allonges, c'est fini, tu es mort, quoi. Parce que voilà, si tu t'allonges, en plus, tu n'arrives plus à dormir, donc il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, c'est très troublant psychologiquement. Et là-dessus, ils sont pas tellement aidés et ils font preuve d'une grande force intérieure, ils se structurent eux-mêmes. Ils font du sport en cellule, ils s'obligent à se lever, à marcher, à faire des activités. Oui, c'est une forme d'autodiscipline, en fait, on pourrait dire. Ouais, bah, c'est de la survie, je crois, surtout. D'accord, Ils ouais. sont tout à fait conscients que s'ils font pas ça, tu sais qu'il y a de la drogue en prison, donc où il y a de la drogue, où il y a des médicaments, donc il y en a qui sombrent là-dedans, qui se shootent toute la journée, qui restent allongés sur leur lit, mais c'est sans issue aussi, quoi. Mmh. En tout cas pas sans dégâts. Donc ceux qui sont un peu encore cliveurs là-dessus, ils veulent pas du tout lâcher le morceau. Et Et alors avec cette expérience du coup et ce retour, est-ce que tu pourrais partager du coup aux gens confinés, donc imagine, que voilà, maintenant tu aurais en face de toi, que des gens confinés, qu'est-ce que tu pourrais leur partager de cette expérience justement dans les prisons, comme petit outil, comme conseil, pour mieux vivre leur confinement? Tu en as déjà du coup un petit peu dit en fait juste avant. Il y a cette idée effectivement de ne pas rester allongé par exemple. Est-ce que tu verrais d'autres choses? ben, je crois que la première étape, elle est beaucoup dans l'acceptation aussi, hein. Au départ, pour eux, alors pas tous, mais c'est souvent très dur d'accepter le fait d'être en prison. Je crois que le premier pas, il est là. Et au début, notamment ceux pour qui c'est la première fois se débattent beaucoup avec ça. Hein, beaucoup dans le déni, dans la non-acceptation. J'ai rien fait, je suis pas coupable, pourquoi je suis là? Et il y a un lent processus, un peu comme dans la courbe du deuil ou du changement, voilà, petit à petit d'accepter aussi ce qui est là. Et on fait aussi beaucoup un travail là-dessus, hein. Dans notre programme avec Mindfulness Solidaire, ça fait partie aussi du travail de la pleine conscience et de la méditation, d'être présent, hein, d'être avec les difficultés. On parlait du body scan, voilà, dans mon corps, il y a des difficultés, il y a des douleurs, il y a des tensions, comment je peux être avec ça? Dans Oui, ma donc là cellule, ouais, du coup, là, pour le confinement, du coup, ça serait effectivement cette première idée, d'accepter cette situation que, bah, là, de toute façon, tout de suite, là, maintenant, on peut pas faire grand-chose d'autre si on est confiné et donc la 1re étape, finalement, c'est cette idée d'acceptation. Ce qui n'est pas la même chose que de se résigner ou de ne pas agir, de ne rien faire, mais qui est juste accepter, l'état actuel des choses, en fait. exactement. Et souvent, il y a une confusion là-dessus, c'est simplement reconnaître que c'est comme ça maintenant. Et en fait, ça t'évite aussi de gaspiller beaucoup de ressources à lutter, à renier. Ça sert à rien. C'est reconnaître que c'est comme ça maintenant. Et justement, au contraire, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour traverser ça? Qu'est-ce que j'ai comme voilà comme ressources? Qu'est-ce que je peux mettre comme ressources à disponibilité pour faire le mieux que je peux et surtout voilà me préserver quelque part, ne pas me faire du mal.
Oui, finalement, ce qui est intéressant aussi, pour moi, le parallèle va assez loin, parce que finalement, un prisonnier, pendant qu'il est en prison, il doit préparer son retour au réel, son retour à la vie normale. Et donc, finalement, comme tu le disais, il peut, dans chaque journée, il pourrait être en lutte, il pourrait être dans la colère, ou alors il peut aussi utiliser chaque journée pour préparer sa sortie. Et là, c'est un peu pareil en confinement, finalement. On pourrait dire que bah, si on est confiné, on ne peut pas avoir une vie normale, mais peut-être qu'on peut préparer des choses pour l'après. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a cette notion où il y a beaucoup de temps disponible, donc c'est comment je répartis mon temps. Effectivement, c'est une donnée importante. Et puis, on en parle beaucoup, je sais qu'à la télé, là, j'entends beaucoup parler de ça, il y a beaucoup de tentations par rapport à les formes d'addiction, que ce soit le tabac, l'alcool, le sexe, le jeu, parce qu'effectivement, bah, on s'ennuie ou on est déstabilisé, donc on a besoin de choses pour se rassurer. Donc c'est vrai qu'il y a. Moi, j'ai sûr que la pratique de la méditation m'aide beaucoup à traverser ce confinement, c'est évident, bien sûr. Donc du coup, est-ce que, on peut parler d'une sorte d'invitation à la présence aussi pour justement observer son comportement? Comment les prisonniers y font? Parce que les prisonniers, ils ont bien sûr toutes ces addictions ou toutes ces tentations plutôt, qui peuvent devenir des addictions et du coup, quels sont les outils, eux, qu'ils peuvent avoir concrètement? Bonne question. Euh, leur propre intelligence et leurs propres limites là-dessus. Après, je crois que chacun des détenus, pendant sa détention, est face à lui-même. Et voilà, il est aussi face à ses démons. Et il y a beaucoup cette lutte intérieure. Parfois, ils plongent, parfois, ils sont complètement submergés, parfois, au contraire, voilà, ils sont dans l'envie de sortir. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais ouais, c'est une lutte acharnée souvent. Surtout voilà, dans un milieu confiné où bah, finalement les options ne sont pas tellement nombreuses et puis le contexte est pesant. Donc, il faut beaucoup de force intérieure pour arriver à surmonter tout ça. Oui, c'est là où quand vous leur apportez des outils justement comme la méditation, ils peuvent s'approprier ces outils, presque d'une manière, plus forte, que quelqu'un qui a une vie quotidienne, qui n'est pas vraiment obligé. Pour eux, c'est presque de la survie en fait, d'avoir ces outils de méditation pour justement mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leurs addictions. Tout à fait. C'est pour ça que souvent, ça a un retentissement assez important finalement. Ces pratiques-là, ils se les approprient très rapidement à la deuxième ou troisième séance, sauf ceux qui ont vraiment des difficultés, qui ont du mal à être ne serait-ce qu'assis sur une chaise, mais la plupart d'entre eux ont vraiment cette forme d'intelligence, ils comprennent tout de suite qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour eux. Oui, Il ça y en leur a redonne aussi des beaucoup, rênes en fait, ouais. ouais. Il y en a aussi plusieurs qui font lien avec la religion, il y en a pas mal qui sont pratiquants. Et donc pour eux, c'est pas quelque chose de complètement inconnu de se relier à soi-même, de tourner le regard vers l'intérieur, c'est quelque chose qui leur parle. Et ils s'aperçoivent vraiment qu'il y a. Alors c'est très contradictoire parce que on est beaucoup là à les ramener dans le présent, à les ramener dans ce qui se passe, alors qu'ils n'ont qu'une envie, enfin en tout cas on pourrait le croire, c'est de s'évader, c'est de s'enfuir, quoi. Donc c'est vrai que c'est très paradoxal, mais en même temps, je crois que par l'expérience, ils s'aperçoivent que c'est un apport important pour eux, la méditation. Ça peut vraiment leur apporter quelque chose. Et ça, ils le sentent assez rapidement pour la plupart, en tout cas. Ben, merci beaucoup Eric et pour terminer, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil ou simplement une phrase ou, quelque chose que tu souhaiterais partager aux auditeurs et auditrices? Euh, Bah, il y a une dimension qui est importante, surtout dans ce temps de confinement. Pour moi, c'est la dimension quand même sociale et la dimension du lien avec les autres, hein. Même si bah, le lien, il est parfois, voilà, il n'est pas possible physiquement, mais c'est vrai que le fait de rester en lien avec les autres, euh, le fait de penser aux autres, de leur manifester voilà, des petites intentions ou du soutien, je pense que ça peut aussi beaucoup nous aider dans ce moment de confinement. La compassion en action et en mouvement. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais aussi avec ses voisins qu'on ne voit pas forcément, mais à qui on peut laisser, je sais pas, un morceau de pain si on a été acheter du pain. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'anciens dans mon village, donc de faire des petits gestes comme ça qui sont simples, mais en même temps qui touchent. Oui, c'est toujours bon ces rappels. Merci beaucoup Eric Merci à toi. et bonne continuation.
Merci.